sur Internet où on propose aussi, on met à disposition notre parc informatique à destination des jeunes et de tout public. Donc on innove un petit peu cette année avec la proposition que je vous fais, et on espère que samedi soir. Voilà. Et merci à Pride Combo. De rien. Alors... Alors oui, petite information pour vous qui êtes présents. Il y a bien une caméra qui est orientée vers vous, mais elle ne retransmet pas sur Twitch. On l'a mis en place, c'était à la demande de Doc Géraud. Il trouvait que c'était quand même plus sympa qu'il voit les gens avec qui lui peut échanger, plutôt que d'avoir un écran noir. Donc elle transmet, mais que à Doc Géraud, elle n'est pas du tout en mode enregistrement, etc. par rapport à vous. Donc bonjour Doc Géraud. Ah, il va vous... On lance. Voilà, je vais parler plus fort. Donc je disais bonjour Doc. Donc tu as devant toi en fait les gens de la communauté de Moron. Plus la belle communauté, mais on est à Moron ce soir. Pour échanger avec toi en fait sur un petit peu ton parcours, les jeux que tu as pu créer, que dire d'autre, je vais dire ton parcours de youtubeur, etc. Et pour commencer, moi j'aurais une petite question, c'est comment, par quel chemin d'études, on va dire, es-tu arrivé à ce que tu fais maintenant? Scientifique, et après j'ai fait une école de jeux vidéo parce que les écoles de jeux vidéo ça existe. Une école de jeux vidéo à Paris qui s'appelle Isard Digital où j'ai fait 3 années d'études là-bas. Ensuite j'ai étudié longtemps, moi j'ai fait donc 3 années dans une école de jeux vidéo en conception de jeux vidéo, une année ensuite où j'ai fait ce qu'on appelle une année de mise à niveau en art appliqué, c'est une année où on apprend à faire du dessin, d'histoire de l'art, des choses comme ça. Donc ça j'ai fait ça juste après. Et j'ai fait ce qu'on appelle un master en réalisation de jeux vidéo, donc c'est 2 dernières années d'études dans une école publique à Angoulême qui s'appelle l'ENJMIN, une école publique comme plein d'autres écoles publiques. Voilà. Ok. Petite question aussi là-dessus. Pour rester sur le jeu vidéo, après je sais pas, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter, j'ai un micro, je peux vous le donner, vous pourrez directement poser les questions à Doc, ça sera plus sympa. Petite question que j'ai, c'est, tu as découvert le jeu vidéo à quel âge? Oh là, j'ai découvert tôt, parce que moi j'ai des frères et sœurs en fait, donc, et notamment un grand frère et une grande sœur qui m'ont initié hyper tôt. Ça se voit pas parce que j'ai une tête de bébé, mais en fait je suis un peu plus vieux que ce que vous pensez sûrement. Donc moi j'ai démarré avec une console qui s'appelle la Mega Drive et la première Game Boy aussi. Et voilà, j'ai joué à plein de jeux dès que j'étais enfant. Même mon père à l'époque, il avait les premiers PC portables, je pense. Ça ressemblait à une grosse valise. Ça pesait, je sais pas, genre peut-être 7 ou 8 kilos. C'était très lourd. C'était énorme, c'était épais comme ça se dépliait, mais c'était vraiment énorme. Et on jouait à des jeux PC dessus, aussi petits que je me rappelle, donc 5-6 ans et tout. Mais j'ai toujours joué aux jeux vidéo, pour le coup, dès tout petit. Ok. Qu'est-ce que je pourrais te poser aussi sur ton... Alors moi, pour avoir parcouru un petit peu ton parcours, et comme je sais qu'il y avait des questions ce soir, notamment sur ton métier de youtubeur ou de créateur de jeux vidéo, j'ai lu en parcourant rapidement que tu avais travaillé un temps pour Ubisoft.
Ouais, J'avais des questions avant qu'on ne soit en direct de la part de, je ne sais plus qui d'ailleurs, mais sur les jeux sur lesquels tu as pu travailler. ok. Bah alors, euh, chez Ubisoft, j'ai travaillé 2 ans. C'était juste après mes dernières années d'études, du coup, à l'Engmin. Et pendant 2 ans, je vous avoue, j'ai travaillé sur plein de jeux différents. Ça, c'était ce qui était vraiment cool avec mon métier là-bas, c'est que je travaillais sur plein de jeux différents. Donc, quand je suis arrivé, moi, j'ai principalement travaillé sur un jeu qui s'appelle Ghost Recon Wildlands, qui est un jeu multijoueur où, en gros, on fait des missions d'infiltration, de guérilla et tout en Bolivie. Donc, c'est ce style de jeu-là. J'ai travaillé sur 2 Assassin's Creed. Donc Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey. J'ai travaillé sur Watch Dogs 2, sur Mario et les lapins crétins, juste avant que la Switch sorte. Donc c'était juste... Ouais, c'est ça, juste avant que la Switch sorte. Et sur des jeux même en réalité virtuelle, donc avec des casques de réalité virtuelle, un jeu qui s'appelle Eagle Flight notamment, où on est des aigles et on fait des courses dans Paris et tout. C'est assez marrant. Alors, ouais, moi je le connais parce que je l'apprécie, je trouve qu'il est plutôt sympa. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui le connaissent ou est-ce que vous avez des petites questions sur les jeux sur lesquels il a pu travailler un temps? N'hésitez pas, hein, le micro est là. Il y a, Bon, bah, ça viendra tout à l'heure. Et... Ah, attendez. Je transmets dans ce cas. Pour devenir, Alors, petite question d'une maman qui est là. Mhm. Quelle qualité il faut avoir, enfin par rapport à ton parcours scolaire, ou quelle qualité estimes-tu qu'il faudrait y avoir pour travailler dans le jeu vidéo? Est-ce que ça demande des prédispositions, on va dire, maths, dessin, enfin tu vois des... Moi, je pense pas forcément, parce que déjà, il y a plein de métiers différents dans le jeu vidéo, il y en a vraiment plein. Pour faire un jeu vidéo, il faut des gens qui font du son, des gens qui font des graphismes, des gens qui font de la programmation. Moi, je suis game designer. Game designer, c'est les gens qui... C'est vraiment concepteur de jeu. Concepteur de jeu, c'est pas quelqu'un qui dessine, c'est pas quelqu'un qui programme. Son métier, c'est vraiment de dire qu'est-ce qu'on fait dans le jeu, qu'est-ce qui va passer dans tel niveau, quelles sont les capacités du joueur, c'est quoi les règles du jeu. Et dans une certaine mesure, même si c'est d'autres métiers maintenant qui s'en chargent, c'est quoi un petit peu le contexte du jeu, l'histoire, etc. Mais vraiment, le cœur de concepteur de jeux vidéo, c'est bah, en fait, tout simplement, quand on arrive dans le jeu, qu'est-ce qu'on peut faire dedans, comment est construit le niveau, toutes ces choses-là. Et tous ces métiers, ils demandent des qualités vraiment différentes et qu'on peut développer au cours de ses études, en fait. Tout simplement. C'est ça qui est super, en fait, avec le jeu vidéo, c'est qu'on travaille avec plein de monde et c'est super intéressant. Moi, par exemple, quand je suis sorti du lycée, c'est pas forcément le meilleur exemple, mais j'ai fait un bac S, donc je disais, mais j'étais très mauvais en maths. J'aimais pas du tout ça, surtout. Et j'étais pas le meilleur élève qui soit au lycée, et pourtant, quand j'ai fait des études de jeux vidéo, ça s'est beaucoup, beaucoup mieux passé parce que j'étais dans un truc qui me passionnait, quoi. Donc voilà, je pense s'il y a une qualité qu'il faut avoir, notamment pour être game designer plus spécifiquement, donc concepteur de jeux vidéo, c'est la curiosité. Il faut être curieux de tous les aspects du jeu, de tous les métiers, des autres personnes avec qui on travaille, parce que créer un jeu, c'est un truc où on communique beaucoup avec les gens, et notamment quand on est game designer, on communique beaucoup avec les autres métiers. Et donc être curieux de plein de choses aussi pour nourrir sa créativité, c'est vraiment l'outil numéro un, la curiosité, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions qui pouvaient être ôtées ou moi je vais continuer? J'ai des petites questions toujours à te poser, hein, donc... Ah, il y a des questions apparemment, oui. Oui, tu peux... Ouais, tu m'entends? Moi, j'entends, ouais. Ouais. Oui, du coup, moi, je voulais te demander avec qui est-ce que tu travaillais pour les dessins, les graphismes de tes jeux, en fait, notamment. Parce que toi, je sais pas, est-ce que tu dessines et si tu travailles avec des artistes et si oui, comment tu les as, enfin, comment tu les as trouvés, comment tu les as choisis, en fait, et peut-être comment s'est passée la collaboration entre vous. Ok. Elle est cool. Cool question. Eh ben écoute, ça dépend des jeux, effectivement. Alors par exemple, pour Un Pas Fragile, qui est le premier jeu que j'ai sorti quand je suis devenu indépendant, donc quand j'ai commencé à faire des jeux vraiment de mon côté et que j'ai quitté Ubisoft,
Un pas fragile, pour le coup, c'est un jeu que j'avais démarré en tant qu'étudiant à l'Engmin. Donc, c'est un jeu que j'ai fait avec deux artistes qui sont super forts. C'est pour ça que le jeu est joli, qu'il est bien animé, qu'il a une vraie personnalité et tout. Et là, j'avoue que faire des études dans le jeu vidéo, bah, ça permet de rencontrer ce genre de personnes très facilement, notamment l'Engmin, qui est une école publique, donc je disais là où j'ai fait mon master, qui est vraiment cool, c'est que c'est une école où on est mélangé avec toutes les spécialités. C'est-à-dire qu'on a plein de cours et plein de projets. Moi, en tant que designer, j'avais plein de projets avec des graphistes, des programmeurs, des sound designers, enfin des gens qui font voilà, de tous les aspects du jeu. Donc tu rencontres plein de gens comme ça avec qui tu peux faire des projets. Ça, c'est l'avantage des écoles, c'est que tu te crées tout un réseau de personnes avec qui tu peux créer plein de choses. Mais après, ça peut aussi se faire via les forums. Moi, je me suis rendu à plein d'événements de création où on crée pendant tout un week-end et où je rencontrais des gens au pif et je faisais un jeu avec eux aussi. Ce genre de choses, quoi. Tu parles de Game Jam en fait là. Je parle des game jams, ouais, Alors, exactement. Les game jams. Et, euh, et ouais, juste pour dire aussi, et du coup, les autres jeux, après, que ce soit Buisson ou Larsin Laser, là, pour le coup, c'est moi qui fais tous les dessins. Mais l'idée, c'est toujours de rester assez simple. Tu vois, c'est pas aussi travaillé, on va dire, qu'un jeu fait par une grosse équipe. Mais j'essaye toujours de faire des choses simples, mais que je peux facilement animer et favoriser plutôt l'animation que le détail dans le dessin et tout. Voilà, c'est ça l'idée. je crois qu'il y avait une question quand je parlais de Game Jam. Il y a eu des petites interrogations. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est une Game Jam. Ouais. Et ça rejoint tout à fait ton propos tout à l'heure quand tu disais que il n'y a pas besoin d'être forcément fort en code pour créer du jeu vidéo. Les game jams sont des temps en fait qui souvent se font sur on va dire un temps donné, c'est souvent un week-end entre 48 et 72 heures où des gens se réunissent, ils se connaissent ou ils se connaissent pas et ils ont 72 heures pour créer une ébauche de jeu vidéo. On leur demande pas de finir un jeu vidéo. Et moi, pour en avoir vu un certain nombre, il peut y avoir des personnes qui sont très à l'aise avec l'écrit parce qu'on a besoin de quelqu'un pour raconter une histoire et que dans un jeu vidéo, généralement, ça raconte une histoire. Enfin, je pense que tu vas me contredire si je dis des bêtises, hein, mais on va avoir des personnes qui sont peut-être potentiellement très fortes en dessin ou soit sur ordinateur, soit même dessin crayonné. On va avoir, la dernière fois, nous on en fait au Jardin Moderne, donc là où l'association est hébergée. Et on a eu des musiciens qui ont participé à la Game Jam, parce que dans un jeu vidéo, il y a nécessairement aussi, ou normalement, de la musique. Et en fait, ces musiciens sont passés de groupe en groupe pour composer des petites musiques pour les gens qui étaient pour les groupes qui étaient en train de créer du jeu vidéo. Donc, les game jams, ça peut Enfin, je sais que vous êtes encore un peu jeune, mais il ne faut pas hésiter, si vous voyez ça à un moment et que vous êtes toujours passionné par le jeu vidéo, à aller faire un petit tour là-dedans. C'est là que vous allez vous faire justement connaître, vous faire votre réseau et pouvoir apprendre et échanger avec ces fameux... échanger et apprendre avec on va dire les techniciens, où vous n'aurez pas les billes, mais qui vont vous donner des petites astuces. Ouais, et puis c'est comme tu dis, c'est simplement rencontrer des gens, en fait, des gens qui savent faire plein de choses que vous savez pas faire et qui vont vous apprendre sur le tas. En fait, ce qui est super sympa dans une game jam, c'est que n'importe qui peut participer. Et même quand on a l'impression qu'on sait rien faire, en fait, on peut toujours apporter quelque chose et on apprend au contact des autres personnes. C'est toute une game jam, c'est un week-end généralement, hein. C'est un moment où en très peu de temps, on va voir toutes les étapes de création d'un jeu. C'est du moment où pense à une idée de jeu au moment où on le publie en ligne et ça y est, les gens ils peuvent y jouer et tout. Et on peut avoir des retours des gens et tout. Donc c'est hyper intéressant. Donc voilà. Si un jour vous êtes intéressé par la création de jeux, effectivement, c'est un bon conseil de tenter de faire des game jams. C'est très cool. Moi, j'avais aussi. Alors, on va continuer sur effectivement ton parcours. La question que je me suis posée à un moment, c'est parce que je sais qu'il y avait aussi des questions sur le fait d'être youtubeur. Tu as d'abord été enfin, on va dire, travailler dans le jeu vidéo ou d'abord youtubeur? Ça s'est fait un peu en parallèle. En gros, je pense que j'ai commencé YouTube. Alors, j'ai plus la date exacte, mais j'ai commencé YouTube pendant ma dernière année de licence, donc ma troisième année d'études dans le jeu vidéo.
Donc j'étais pas encore un professionnel du jeu vidéo, j'avais pas eu de vrai job dans le jeu vidéo, mais je commençais déjà à faire des vidéos pour en parler et parler de ma passion, de la conception de jeu, ce genre de choses, quoi. Oui, j'avais l'impression, moi, que tu avais commencé sur on va dire, presque des tutoriels, pas uniquement que sur le jeu vidéo. Enfin, c'est ce que j'ai échangé avec les jeunes, je me suis peut-être un peu trompé. Euh, Dans le sens, pas partir directement sur le jeu vidéo, mais du tuto comme ça peut se trouver comme on peut trouver. Je pense que la plupart des personnes qui sont présentes dans la salle savent que on cherche quelque chose sur comment faire quelque chose. On va voir sur Internet et bien souvent on a des réponses. Pas nous. Mais je dis peut-être des. En fait, j'ai jamais trop fait de tuto, au sens où quand j'ai commencé à faire des jeux, à faire des vidéos, pardon, sur YouTube, c'était avec un nom d'émission qui n'existe plus, mais que j'avais appelé What's in the Game, où en gros, l'idée c'était d'expliquer des concepts de game design, de comment on conçoit un jeu vidéo. Donc c'est peut-être ça un peu qu'ils entendent par tuto, c'est le côté, là je vais dire des trucs qui vont pas forcément parler, mais qu'est-ce que c'est une boucle de jeu, qu'est-ce que c'est c'est quoi un gameplay de jeu vidéo, ce genre de choses. Et j'expliquais ça, tu vois. Maintenant, c'est vrai que parfois je fais des vidéos qui font un petit peu tuto dans l'idée, mais c'est pas forcément le but. Mais tu vois, j'ai fait des vidéos il y a 2 3 ans où c'est comment donner une impression de vitesse dans un jeu vidéo. Et du coup, c'est toutes les idées derrière ça, ce genre de choses, quoi. Alors, en parallèle avec ça, comme je sais que là, il y a quand même pas mal de personnes qui s'intéressent autour du jeu vidéo aussi, pour rester toujours dans le sujet. Nous, au sein de 3D Combo, on utilise certains logiciels de création de jeux vidéo. Alors, je vais en citer quelques-uns, hein, tout ce qui va être ClickTeam, GDevelop, Construct, etc. Je ne Mhm. sais pas si ça parle à certaines personnes qui sont dans la salle, justement, ces noms que je viens de citer. Euh, bah, est-ce que j'explique à quoi ça sert ou est-ce que tu vois vers où je veux en venir, c'est que c'est des logiciels qui, alors par exemple, il y en a certains qui sont gratuits et ça peut permettre de se familiariser avec la création sans passer automatiquement par du codage. Ouais, c'est exactement ça. Alors, c'est hyper intéressant que tu abordes ce sujet parce que, en gros, ça, c'est ce que tu viens de décrire, c'est des moteurs de jeu. Donc, un moteur de jeu, c'est ce qui permet de fabriquer un jeu vidéo, en fait, tout simplement. Faut toujours un moteur de jeu, c'est ce qui va permettre tout simplement d'avoir des choses qui sont interactives, d'afficher vos graphismes, vos dessins et tout. Faut un moteur de jeu. Et il y a effectivement maintenant des moteurs de jeu qui sont super faciles à utiliser et il n'y a pas besoin de savoir programmer, de connaître de langage de programmation. Donc là, je parle de trucs qui sont un peu obscurs, mais en gros, c'est des trucs qui sont très faciles à utiliser. Et pour tout vous dire, si vous avez joué je ne sais pas qui a testé des jeux tout à l'heure, que ce soit Buisson, Un pas fragile ou l'Arsin laser, ces 3 jeux, ils ont été faits avec Construct. Voilà. Moi, j'utilise on peut même faire des jeux et les vendre avec des moteurs comme on peut faire des jeux pro avec des petits moteurs qui demandent de pas savoir, qui ont pas, dans lesquels, pardon, on n'a pas besoin de savoir programmer. Donc c'est super cool. Pour voir qui a joué, je crois que tout le monde a joué un petit peu en arrivant. Il y en a pas mal qui sont restés sur Larsin Laser. Non, Buisson. On a eu des tests aussi sur la Saint-Nazaire et tu as déjà répondu en fait sur les questions qui ont pu se poser sur je me trompe toujours dans le nom de ton premier jeu. Il y avait des Ouais, c'est questions un pas fragile, ouais. ouais, il y avait des questions sur le graphisme, mais tu y as déjà répondu. Et moi, je vois bien de quoi tu parles quand tu parles de Construct avec tes 2 autres jeux. Et faut se dire que on va dire ces moteurs, si je dis pas de bêtises, GDevelop doit être gratuit. Ouais, il me semble, ouais. ClickTeam, il y a une version gratuite, il y a une version payante, mais on peut faire beaucoup de choses avec la version gratuite. Et moi, ce que j'inviterais en fait par rapport aux personnes qui sont présentes, c'est que si ça vous intéresse de toucher un petit peu à la création ou vous essayez, n'hésitez pas à installer
ces programmes sur vos ordinateurs. C'est pas très très gourmand en règle générale, donc il n'y a pas besoin d'une grosse bécane de jeux pour les faire tourner. Et vous aurez des petits jeux, vous allez pouvoir vous créer des petits jeux sympas ou apprendre avec des tutoriels qui sont disponibles pour pouvoir apprendre à maîtriser ce type d'outils. Ouais. Ce qui est fou, c'est que ce soit avec Construct, GDevelop ou ClickTeam, vraiment en une après-midi, vous pouvez suivre un tutoriel et vous aurez déjà un petit perso qui peut tirer sur des ennemis, qui arrive vers vous et tout, avec de la vie, des munitions. Enfin, on peut, même en n'ayant jamais créé de jeux vidéo, vous pouvez très très vite tester des choses. Vous allez voir, c'est très simple. Et c'est super excitant quand on commence à mettre des dessins dans le moteur et qu'en fait on arrive à le faire bouger, à créer un perso qui se déplace et tout. C'est super marrant. Alors je crois que j'avais aussi des questions que j'ai eues tout à l'heure sur. Là, on va quitter un peu ton monde, le monde du jeu vidéo à proprement parler, et on va aller peut-être un petit peu sur tout ce qui est YouTuber ou Twitcher pour certains, etc. Puisque je crois qu'il y avait des questions. Quand on a échangé, Armel, il y avait des questions sur comment devient-on YouTuber ou qu'est-ce que doit faire une personne pour essayer de devenir youtubeur? C'est large. Ah là là, tout le monde a un parcours un peu différent hein, sur YouTube. J'ai l'impression de tous les gens, de tous les amis que je connais qui font du YouTube, que une des choses qu'on retrouve chez tous les gens qui font du YouTube professionnellement ou qui en vivent, ce genre de choses, c'est qu'ils sont hyper passionnés par le sujet qu'ils traitent. C'est-à-dire qu'ils se sont pas dit je vais faire des vidéos et ensuite ils se sont dit qu'est-ce que je pourrais raconter en vidéo, de quoi je pourrais parler. C'est ils adoraient quelque chose et ensuite ils en parlent. Dans mon cas, moi j'adorais la création de jeux, créer des jeux, expliquer comment ça se passe et c'est pour ça que j'ai fait des vidéos. Et j'ai des très bons amis, par exemple Dr Nozman. Dr Nozman, c'est un super pote, je le connais depuis quasiment 10 ans, donc avant qu'il commence vraiment à exploser et tout sur YouTube. On a même, d'ailleurs pour l'anecdote et pour ceux qui le connaissent, on a même une chaîne, on avait fait une chaîne de jeux vidéo ensemble où on jouait à des jeux et qui s'appelle Dog Dog Gamers et qui doit encore exister, mais voilà, sur YouTube quelque part perdu. Et lui, par exemple, lui, il parle de science parce qu'il adore ça, en fait. C'est juste un passionné de science, donc il parle de science. Euh, voilà, tous les gens que je connais qui font du YouTube, ils parlent de sujets qui les passionnent, quoi. C'est hyper important. Donc ça, c'est une des premières choses à faire. Après, monter des vidéos, c'est vraiment pas compliqué. C'est très très simple de faire de monter des vidéos. Quel que soit le logiciel, il y en a plein de gratuits. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Faut juste trouver un sujet qui nous passionne et il faut pas hésiter à essayer les choses. Moi, mes premières vidéos, elles étaient vraiment pas terribles. Et c'est en faisant des vidéos qu'on apprend à en faire de mieux en mieux, à faire des choses qui nous plaisent à nous, qui plaisent aux gens. Donc, faut pas hésiter à tester des choses, à mettre des vidéos en ligne. Du moment que c'est des choses dont vous aimez parler et qui vous passionnent, ça peut que vous aider. Mais après, il n'y a pas de parcours type pour devenir youtubeur. Faut se donner à fond, faut le publier régulièrement des vidéos et encore une fois parler de choses qui nous intéressent vraiment parce que ça se voit tout de suite quand on parle de choses qui nous passionnent. Est-ce que ça a répondu aux questions que pouvait avoir une partie du public que tu as? Ah, d'accord. Alors, je vais poser la question. Ah ouais. Alors, petite question, c'est une petite question qui revient apparemment souvent, chez les jeunes. Je pense qu'il va te faire sourire. Moi, c'est à quel point ça peut être rémunérateur. Parce que c'est un petit peu comme l'image, je pense, pour beaucoup de jeunes actuels. C'est un peu comme l'image qu'on pouvait avoir du footballeur. Je vais faire du foot pour être dans les clubs et je vais gagner des millions et des cents. Je pense que là, la réponse risque de potentiellement faire vous allez être un peu redescendre déçu. un certain nombre de personnes. Vas-y, je te laisse parler. Ouais, bah moi j'ai aucun problème à dire. J'aime bien être hyper transparent. D'ailleurs, c'est ce que je fais sur ma chaîne YouTube aussi. Même pour mes jeux, je dis exactement combien ils me rapportent et tout. Et je pense c'est normal d'être intéressé par ça parce qu'on a toujours envie de savoir combien. Enfin,
combien ça peut rapporter et est-ce qu'on peut vivre d'une activité comme ça qui a l'air d'être un truc hyper marrant à faire et tout. Ça varie énormément, du nombre de vues que vous faites, du nombre de vidéos que vous publiez chaque mois et tout. J'ai des amis qui en vivent très très bien. Sans donner de nom, je connais des gens qui gagnent plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois en faisant des vidéos YouTube. J'en connais plus qui gagnent, je sais pas moi, entre 5 et 10 000 euros par mois, ce qui est déjà énorme hein, sur YouTube. Euh, Après, dans mon cas, moi je suis un petit youtubeur hein, par rapport à la grande famille YouTube, on va dire. J'ai 80. C'est déjà beaucoup, hein, mais par rapport à YouTube, c'est petit. J'ai 80 000, un peu plus de 80 000 abonnés. Et quand je fais une vidéo, c'est 15-20 000 vues autour de ça, quoi. Et j'en fais pas tant que ça. J'en fais une tous les mois, toutes les 3 semaines. Donc parfois j'ai des vidéos qui buzzent plus ou autre. Donc moi, en gros, YouTube. En moyenne par mois, je pense que ça doit me rapporter. Il y a aussi des gens qui me font des dons spécifiquement pour mes vidéos sur YouTube. Donc ça, c'est avec des plateformes comme Tipeee avant. Maintenant, je suis sur une autre plateforme qui s'appelle Patreon. Bref, il y a des gens qui me donnent des sous pour faire des vidéos parce que voilà, ils veulent soutenir mon travail. Donc avec tout ça plus les pubs YouTube, je pense que par mois, je dois gagner en moyenne quelque chose comme 400 ou 500 euros juste avec les vidéos YouTube. Après, moi, je fais d'autres activités, je fais des jeux vidéo et tout, donc c'est un complément quoi. Alors, je pense que ça répond à la question que pouvaient se poser un certain nombre bah, les jeunes qui te posent la question, Armel. Effectivement. Et je dirais que on peut gagner beaucoup, mais je sais que ça demande aussi un temps à passer dessus. Qui est exponentiel. Enfin là, je réponds moi de connaissances que j'ai en dehors, mais quand on doit sortir des vidéos, je dirais très très régulièrement, ça enlève du temps pour faire un certain nombre d'autres choses. Ouais, bien sûr, les gens qui gagnent bien leur vie sur YouTube, c'est des gens qui travaillent énormément et qui en postent beaucoup plus que moi, par exemple. Hein. Les vrais YouTubeurs, ils sortent au moins une vidéo par semaine, au moins. Enfin, ceux qui vraiment essayent d'en vivre. Et, euh, et ouais, c'est des gens qui consacrent tout leur temps, en fait. Ils n'ont pas forcément d'activité à côté. Les gens qui font du YouTube, YouTube, c'est leur métier principal, quoi. C'est pas une activité secondaire. Et aussi, voilà, le truc que je voulais rajouter, c'est des gens qui sont extrêmement chanceux aussi. Hein. Il faut pas se mentir. Le succès sur YouTube, il y a un facteur chance qui est énorme. Il y a énormément, énormément de gens qui font des vidéos sur YouTube. Il y en a très, très, très peu qui en vivent. Donc voilà, il y a toujours un facteur chance, quoi. Faut que les bonnes personnes parlent de vous. Faut que des gens importants vous découvrent, vous partagent. Ça, c'est difficile à contrôler. Est-ce qu'il y avait d'autres questions auxquelles tu étais confronté, Armel, enfin ou confronté, qu'on te posait autour du métier de youtubeur ou de créateur de jeux vidéo? Alors la question là, c'est le pourquoi des différentes identités. En fait, on va dire sur les youtubeurs en général ou ah, en fait, en cherchant des informations sur toi pour se Mhm. renseigner, Mhm. pas de souci, hein, on n'était pas on n'est pas des fans complètement complètement malades, mais le fait que tu apparaisses sous plusieurs identités, par exemple. Mhm. Euh, Je vois très bien. Ouais, parce qu'en gros, j'ai un pseudo, j'ai un nom sous lequel je suis connu, qui est pas mon nom de famille. Et puis j'ai une page pro, le LinkedIn, machin et tout, où il y a mon vrai nom de famille parce que c'est obligatoire. Donc, pourquoi? Bah en fait, moi je trouve que en tant que personne un peu qui montre sa vie publiquement et tout, c'était un peu un moyen de me protéger, ne serait-ce qu'un petit peu, de changer mon nom de famille. Et, d'utiliser un nom d'emprunt. Il y a une petite blague qui lie les deux. En vrai, ça sort pas de nulle part. Je vais pas vous expliquer la blague parce que du coup, il faudrait que je vous donne mon vrai nom de famille. Mais il y a une petite blague qui lie le vrai et le faux nom.
Et il y a plein de gens qui pensent que mon faux nom, c'est mon vrai nom, ce qui me va très bien parce que c'est un peu mon nom on va dire, d'auteur, même si c'est un peu exagéré de dire ça, mais c'est le nom sous lequel je publie mes jeux, mes vidéos. Donc voilà. Et c'est un moyen, voilà, de prendre un petit peu de distance, de se protéger un peu. Et aussi, c'est un nom plus facile à retenir et un peu plus international si je veux sortir des jeux à l'international et tout. Mon nom de famille, mon vrai nom de famille, il est long. Il est long et il est très très français. Du coup voilà. Je l'ai pas gardé pour publier mes jeux et tout. Alors moi j'avais une petite question pour revenir un petit peu sur le jeu quand même. Je sais que là tu nous as prêté une clé pour faire découvrir l'Arsin Laser on va dire en bêta. Ouais, ouais. Il est censé sortir normalement, je crois. J'avais cru voir que c'était très très prochainement. Est-ce qu'il y a une date qui, je sais pas, il y a eu un certain nombre de personnes qui ont joué hein, et qui ont testé ton jeu. C'était pour un petit peu d'infos. Si c'est. Bah honnêtement, moi j'aurais bien aimé qu'il sorte bientôt, hein. Le problème c'est que encore une fois je suis tout seul dessus. Enfin je suis presque tout seul. Je travaille avec Antoine Druot qui est le compositeur, donc lui qui fait les musiques. Mais à part la personne qui fait la musique, bah moi je dois tout faire, donc le code, le design, les dessins et tout, donc c'est un peu long. Et en fait, j'ai pas de date, vraiment, pour le coup, j'ai pas de date, parce que le jeu, il arrête pas d'être repoussé. Je comptais le sortir plus tôt, normalement. Sauf que moi, en fait, non seulement je fais les vidéos YouTube, je travaille sur mon jeu, donc l'Arsin Laser en ce moment, mais je travaille aussi pour le jeu d'autres gens. Donc je fais du freelance. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont m'appeler. Donc là, en ce moment, je travaille sur un jeu avec une équipe, etc. Donc au moins un jour par semaine, je travaille sur ce jeu. Et je vais faire du game design sur ce jeu. Donc ça fait depuis 3 semaines, j'ai démarré ça et je vais sûrement faire ça pendant encore 2 mois. Donc voilà, je fais souvent des petites missions en freelance comme ça qui me permettent de vivre aussi, hein, de gagner de l'argent, de payer mon loyer, ce genre de choses, quoi. Eh ben, d'ailleurs, ça me fait penser, tu vois, quand tu dis ça, par petite curiosité, parce qu'effectivement, comme tu es tout seul à travailler, moi je sais que j'avais discuté avec deux créateurs de jeux il y a 2 ou 3 ans, qui avaient mis 4 ou 5 ans à sortir un jeu. Alors je sais que ça peut étonner une partie du public qui est là. Effectivement, quand on est indépendant, on gère en règle générale entre l'idée et la sortie du jeu, le temps peut être beaucoup plus long que quand on travaille dans on va dire dans une grosse entreprise autour du jeu vidéo. Et j'allais te demander en fait, en moyenne, combien de temps ça t'a pris pour chaque jeu vidéo enfin les 2 jeux vidéo que tu as pu sortir avant. Euh, Bah c'est hyper intéressant. Le temps qu'on met à faire des jeux, c'est vraiment une question essentielle quand on est développeur. Faut savoir que c'est pas parce qu'on est indépendant qu'on met forcément plus de temps. Je dirais même que au contraire, on a plus de flexibilité. Tu vois, par exemple, un jeu vidéo dans une grosse entreprise comme Ubisoft. Moi, j'ai jamais vu un jeu qui se fait en tout cas un gros jeu qui se fait en moins de 3 voire 4 ans. Donc ça, c'est un gros jeu vidéo chez Ubisoft, ça met entre 3 et 5 ans. Et parfois, ils mettent beaucoup plus, hein. Skull and Bones ou Beyond Good and Evil 2, ça fait genre 8 ans qu'ils doivent être en développement tous les deux. Donc, ils sont pas prêts de sortir en plus. Donc voilà, ça peut être très très long. Quand on est développeur indépendant, l'avantage aussi qu'on a, c'est qu'on peut choisir la taille de son jeu. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'essaye de faire que des petits jeux pour pas travailler trop longtemps dessus. Et parce que travailler longtemps sur un même projet, ça peut être un peu déprimant, on va pas se mentir. Puis ça peut poser des problèmes aussi, forcément, pendant tout ce temps on travaille sur son jeu, bah on gagne pas d'argent puisqu'on le vend pas le jeu, donc voilà, c'est intéressant de changer la taille de son jeu en fonction de ce qu'on veut faire. Et donc moi je conseille quand on est développeur indépendant, c'est de viser plutôt des petits jeux commerciaux, qu'on vendra peut-être un peu moins cher mais qu'on fera beaucoup plus vite et qui permettront de sortir plus souvent des jeux, etc. Moi, généralement, pour faire un jeu, je mets à peu près 1 an, voilà. Là, l'Arsin Laser, clairement, je pense que quand il sortira, j'aurai travaillé depuis 1 an dessus. Buisson, j'ai mis un tout petit peu plus d'1 an. Un pas fragile, c'est difficile d'estimer parce qu'on a d'abord fait une version étudiante pendant 3 mois. Et moi, quand je suis parti d'Ubisoft, donc bien plus tard et que j'ai voulu le terminer, j'ai mis 9 mois pour le terminer tout seul. Euh, donc voilà, c'est 1 an à peu près, quoi. Mais 1 an, sachant que moi, je fais des vidéos YouTube à côté, je fais parfois du freelance, etc. Je suis jamais à temps plein sur mes jeux.
Donc j'imagine que si j'étais à temps plein, je pourrais les finir peut-être en 6 mois ou des choses comme ça. Un peu plus vite, quoi. Parce que c'est des petits jeux, voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui. Petite question, pourquoi avoir quitté Ubisoft? Bah, en fait, tout simplement parce que j'aimais beaucoup mon travail chez Ubisoft, hein, pour le coup, c'était vraiment super intéressant. Je travaillais avec plein de gens cool et tout. Mais je pense qu'il y a un moment, j'avais juste envie de créer mes propres jeux. J'avais la double opportunité, j'avais et YouTube et mes jeux vidéo, en fait, mes projets de jeux vidéo. Et notamment, ce qui a fait le déclic, parce que c'était un peu dur de quitter un emploi stable, trouver un travail en plus dans le jeu vidéo en tant que game designer dans une grosse société, c'est pas toujours le truc le plus facile. Là, je l'avais, donc c'est un peu dur de quitter ça. Mais ce qui a fait le déclic, c'est que mon jeu Un pas fragile, donc le premier que j'ai sorti après avoir quitté Ubisoft, la version étudiante du jeu, elle a gagné un prix pendant que j'étais chez Ubisoft, qui était un prix qui était hyper important pour moi et tout. Et je me suis dit, ok, bah ce jeu, il faut que je le termine. J'ai essayé de le terminer pendant que j'étais chez Ubisoft, en plus de faire mes vidéos. Donc j'avais mon boulot chez Ubisoft, le jeu que je terminais et les vidéos que j'essayais de sortir. C'était impossible. Donc je me suis dit, il faut que je choisisse et j'ai décidé de quitter Ubisoft. Et franchement, aucun regret, hein. Ça fait 3 ans, un peu plus de 3 ans que je suis parti. Je vis ma meilleure vie, comme on dit. D'autres questions autour de ce que peut faire Doc Gero ou de ce qu'a fait Doc Gero? Faut pas hésiter, hein. Je crois que tu les impressionnes encore. Donc, bah non, moi je trouve que c'est vachement intéressant tout ce que tu dis et je sais je sais aussi que, alors moi c'était plus une question pour le fait que tu sois maintenant indépendant, mais que tu aies aussi travaillé avec des studios indépendants, si je dis pas de Mhm. bêtises. Ouais, ouais. Euh, on, J'ai souvent entendu, en fait, quand on entend des indépendants, on entend souvent le côté, oui, bon, les gros studios, c'est. Euh, j'ai souvent plus entendu du négatif sur les grands studios que du Ouais. positif. Et ce que je trouve vachement intéressant là par rapport à toi, c'est que comme tu dis, tu as pris énormément de plaisir aussi à jouer, enfin à travailler chez Ubisoft, et que c'était juste un choix par rapport à ce fameux jeu et le fait que on ne peut pas cumuler effectivement un travail, des émissions YouTube, de la création en même temps en indépendant. Quel serait enfin, moi j'aimerais bien savoir en fait quels sont les avantages chez chaque, enfin, ta perception des côtés Des positifs. avantages et inconvénients d'être dans une grosse boîte versus être en indépendant? Ouais, mais aussi les avantages et inconvénients d'être dans une plus petite boîte Ouais, versus ouais. un gros. Enfin, les deux sont. Mhm. Parce que les deux peuvent orienter aussi dans sa recherche plus tard de travail, s'il y en a parmi vous qui vont. Enfin, là, je parle du public. S'il y en a parmi vous qui veulent travailler, peut-être que vous irez plus vers l'un que vers l'autre. Euh, non, mais c'est une bonne question. Euh, alors, forcément, déjà, pour dire dans une boîte comme Ubisoft, une entreprise comme Ubisoft, il y a 20 000 salariés. Donc, il y a 20 000 personnes qui travaillent pour Ubisoft. Autant dire que chacun a son expérience d'Ubisoft. Moi, je parle vraiment pour moi, pour le coup. Euh, Moi, j'ai vraiment bien aimé. Je trouve que l'avantage de travailler dans un gros studio, c'est que, en tout cas, moi, là où j'ai travaillé, j'avais la chance de rencontrer plein de gens. Euh, je travaillais avec plein de gens différents, de plein de spécialités différentes, donc qui m'apportaient des choses, qui étaient à la fois des rencontres professionnelles, donc c'est des gens qui, qui m'enseignent des choses que je connais pas et qui me partagent leur passion de leur métier, etc. Mais en plus, c'est des gens que ça peut devenir des amis, en fait. C'est simplement des rencontres humaines, c'est passer des bons moments avec des gens, c'est faire des soirées, c'est faire des événements et tout, c'est ça qui est super. Ensuite, les jeux aussi. Alors ça va vraiment dépendre, mais c'est une fierté aussi de travailler sur des jeux qui sont joués par des millions et des millions de joueurs et de joueuses. Et, euh, et c'est plus facile d'avoir cette fierté-là quand on travaille dans un gros studio, se dire, ok, j'ai mis ma pierre à l'édifice de cet Assassin's Creed. On était plein à bosser dessus, ça a été un énorme projet, mais en contrepartie, bah, il y a des millions de personnes qui y jouent, quoi.
Et c'est immense. Et les gens, ils savent. Et si je dis je travaille chez Ubisoft sur Assassin's Creed, eh ben, il y a plein de gens potentiellement qui sauront sur quel jeu j'ai travaillé parce qu'ils connaissent ce jeu. Donc ça, ça peut aussi être une fierté. Donc ça, c'est les avantages. Et autre avantage, c'est la sécurité de l'emploi aussi. C'est simplement avoir un salaire pour faire quelque chose qu'on aime, quoi. Et on est payé chaque mois et on est sûr d'être payé et ça, c'est cool. Les désavantages de travailler dans une grosse boîte, c'est que, encore une fois, on est un petit rouage dans un ensemble de mécanismes énormes. Donc sur Assassin's Creed, encore une fois, par exemple, on est des centaines et des centaines à travailler sur le jeu. Ça veut dire que j'aurais beau, je dis moi, mais ça peut être n'importe qui, on peut avoir plein d'idées pour le jeu. Il y a très peu de chances, enfin il y a plein de chances que ça arrive jamais dans le jeu parce qu'on est tellement à travailler dessus que c'est très dur de se faire entendre, quoi. C'est très dur de faire entendre ses propres idées. Donc le jeu, à la fois on travaille dessus et en même temps il n'est pas vraiment à nous parce que c'est pas vraiment le jeu que nous on voulait faire ou on est obligé de suivre le mouvement qui est initié avec tout le monde et voilà. C'est très difficile d'avoir un impact créatif sur un jeu où il y a des centaines de personnes qui travaillent dessus. Donc ça c'est le désavantage. Quand on aime créer des choses, c'est un peu dur d'avoir un impact créatif qui est pas si fort au final. Et du coup, en indépendant, c'est l'inverse, hein, tout simplement. La C'est créativité, tu y laisses libre cours et c'est ça. c'est toi-même qui te bride s'il y a besoin, comme tu disais, de faire plus des petits jeux pour en sortir un peu plus souvent. Mais si tu voulais faire un grand jeu, tu peux te lancer sur un jeu beaucoup plus long. Ouais, Bien sûr, ouais, je pourrais aussi, tu vois, comme... En fait, le truc, c'est que moi, je fais que des petits jeux, mais je sais très bien que le jour où j'ai un gros projet, où je sais que ça va me prendre 2 ou 3 ans, parce que aussi j'ai une communauté via YouTube, etc., et j'ai la chance d'avoir des gens qui suivent mon travail, je peux lancer une campagne de financement participatif, je peux trouver des financements, des gens pour m'aider à mettre des sous dans le jeu avant qu'ils sortent, etc. Donc je m'inquiète pas non plus pour ça. Ça offre, en tout cas, dans mon cas, ça m'offre plein de liberté de faire vraiment ce que je veux. Et ça, bien sûr, je l'aurais pas obtenu dans un gros studio. Après, il y a le stress de trouver de l'argent pour vivre et faire les projets qu'on a envie de faire, quoi. Un stress qu'on n'a pas quand on travaille dans une grosse boîte. Ok, je crois que il y avait une petite question. Alors une question Ouais, de Twitch. du Donc, Twitch, de Twitch. un ou une internaute, je sais pas, qui s'appelle Wonder Choucroute, qui nous demande, alors attention, tiens-toi prêt, il y a 5 questions. Donc, Vas-y, comment vas-y. parviens-tu à ne pas, comment parviens-tu à ne pas tomber dans la surqualité quand tu travailles seul? As-tu déjà une idée précise de tes jeux avant que tu les commences? Est-ce que tu sais quand arrêter? Entre parenthèses, le piège de toujours en rajouter, parce que c'est attirant. Est-ce que tu testes toujours tes prototypes avec les mêmes personnes? Intègres-tu profondément cela dans ton processus créatif? Ensuite, on a: as-tu un moteur principal? T'amuser toi-même, divertir les joueurs, construire une version, toucher le plus de monde possible. Ah, ok. Bon, faut Ok, répondre. j'ai les questions devant le nez, Ah, t'inquiète. tu t'es sur Twitch? Euh, ouais, j'ai Super. le chat Twitch, du coup je vois. Donc je vais répondre dans l'ordre. Alors, comment parviens-tu à ne pas tomber dans la surqualité quand tu travailles seul? Eh ben, c'est une excellente question. Donc, c'est ce qu'on appelle le polish dans le jargon. C'est le fait de vouloir travailler le moindre détail, que tout soit vraiment super bien fait et tout. Je tombe dans le piège, comme tout le monde. Honnêtement, c'est hyper dur d'éviter ça. C'est ce qui fait que pour Buisson, j'ai fait des menus où c'est des menus avec des petits éléments qui apparaissent en fonction du monde qu'on choisit. Il y a des petits effets partout. Dans l'Arsin Laser, c'est pareil. Le menu pour sélectionner un niveau, il est complètement... J'aurais pu faire un truc hyper simple et j'ai voulu faire un truc avec des petits escaliers qui se débloquent et tout, des petites transitions d'écran à écran. Ça prend du temps, mais c'est aussi moi, c'est un plaisir en fait. J'adore faire ça. Donc c'est là où c'est un problème, c'est que ça prend beaucoup de temps et que forcément il y a une espèce de course contre la montre quand on fait un jeu vidéo qui est que plus on met de temps à le faire, plus il met de temps à sortir et moins on gagne d'argent ou en tout cas plus on repousse le moment où on va gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Donc il faut gérer ça. Généralement, il y a un moment où je me dis OK, stop. Là, j'y suis arrivé sur l'Arsin Laser. Là, je suis arrivé à un moment où je me dis stop, on arrête de polish des trucs. Maintenant, je crée du contenu. Je fais un maximum de contenu parce que c'est ça qui va faire la durée du jeu, qui va faire que les gens ils vont avoir des choses à faire dans le jeu. Donc, et j'arrête de polish des trucs et soigner le moindre petit détail.
Là, j'en suis à là sur Buisson, mais ça prend toujours du temps. Sur Larsin Laser, pardon. Pareil, à la fin de Buisson, j'ai mis trop de temps à polish des trucs et tout, et c'est un piège qui est difficile à éviter. Je sais pas trop comment l'éviter au final. En ayant des processus, mais je vais pas les détailler ici parce que c'est très long et de détailler les processus créatifs et tout, mais il y a des modèles, il y a des étapes à suivre pour être sûr de pas trop se perdre dans les détails et soigner des trucs qui seront peut-être pas remarqués à la fin, quoi. Donc ça, c'est la première question. As-tu déjà une idée précise de tes jeux avant de les commencer que tu sais... Ah, as-tu déjà une idée si précise de tes jeux avant de les commencer que tu sais quand t'arrêter? Ah non, ok. Alors, ok, c'est la suite de la question d'avant. Alors moi, très vite, quand je commence à me lancer dans un jeu, je sais déjà à peu près le nombre de mondes que je veux faire, le nombre de niveaux que je veux faire, etc. C'était le cas pour Buisson. Clairement, j'ai fait 4 mondes. J'avais prévu d'en faire 5 au début, donc j'en ai juste viré un, mais ça fait pas énormément de différence au final. Et pour Larsin Laser, je sais exactement le nombre de mondes que je veux faire, le nombre de niveaux. Donc ça, pour le coup, c'est vrai que quand je me lance dans un jeu, même si je découvre des choses au fur et à mesure, j'ai une idée assez précise de ce que je veux faire. Et donc, au final, je peux quantifier un petit peu le temps de travail que ça va me prendre, etc. Même si je le dépasse toujours, au moins j'ai une idée un petit peu vague du temps que je vais mettre à le faire. Et j'ai pas ce piège de toujours en rajouter, qui est tellement attirant, comme tu dis, Wonder Choucroute. Moi, j'ai plutôt tendance à dire, plus j'avance dans le développement de mon jeu, plus je, je fais ce qu'on appelle cutter des choses. C'est-à-dire, je coupe des choses. Je dis, ok, je voulais faire ça au début, bah finalement, est-ce que c'est vraiment hyper important? Ça va me prendre un mois de faire ça. Je suis pas sûr que les gens y remarqueront que je l'ai enlevé. Donc je l'enlève. Hop. Et ça y est, j'ai gagné un mois de développement. Et ça, je le fais tout le temps. Sur Buisson, je l'ai fait à la fin. Il me restait un monde à faire. J'ai fait, bon, il y a 4 mondes. Est-ce que les gens ils seront vraiment pas contents qu'il y en ait un de moins? Non. Alors je l'ai enlevé et ça m'a fait gagner un mois et demi. Parce que je mettais quasiment un mois et demi pour faire un monde. Voilà. Euh, Autre question, je l'ai fait dans l'ordre, hein. Testes-tu toujours tes prototypes avec les mêmes personnes et intègres-tu profondément cela dans ton processus créatif? Oui, c'est hyper important de faire tester son jeu tout le temps, tout le temps. Moi, c'était mon métier à un moment chez Ubisoft. C'était mon tout premier métier chez Ubisoft, c'était de faire tester des jeux à des gens. C'est-à-dire que on m'envoyait un Assassin's Creed pas terminé. Je le faisais tester à des gens, je faisais des analyses de comment ils jouent, je leur posais des questions et tout. Et après, je savais ce qui marchait ou pas dans le jeu et je renvoyais ça aux gens qui développaient Assassin's Creed pour qu'ils améliorent le jeu. Et en fait, c'est hyper important de faire ça. C'est hyper important de faire tester ces jeux parce que ça nous apprend plein de choses sur ce qui fonctionne ou pas sur son jeu. Donc mon conseil, si un jour vous faites des jeux vidéo, c'est le donner à des gens à plein de moments du développement. Dès que vous avez des trucs un peu jouables, vous leur donnez et vous dites rien. Vous les regardez juste jouer. Si jamais ils bloquent trop longtemps, vous les aidez pour qu'ils soient pas frustrés d'être bloqués dans le jeu. Mais sinon, vous regardez et vous prenez des petites notes en silence. Voilà, c'est le meilleur moyen de faire tester des choses. Et ne pas faire tout le temps tester aux mêmes personnes. Faut prendre des personnes un peu au pif, faut des gens qui, vous pensez, votre jeu, ça peut leur plaire et tout. Mais pas forcément des gens que vous connaissez, parce que les gens que vous connaissez, ils seront toujours trop gentils avec vous. Voilà. Et la dernière question de Wonder Choucroute, c'était est-ce que j'ai un moteur principal et un moteur au sens une motivation, quoi. Donc c'était t'amuser toi-même, divertir les joueurs et joueuses, construire une vision, toucher le plus de monde possible. Moi, mon moteur, c'est de m'amuser, partager ce que j'ai dans la tête, le sortir de ma tête pour qu'il y soit plus. Et, euh, et juste, en tant qu'indépendant, c'est déjà un défi en soi de créer des choses et d'arriver à en vivre correctement. Et je trouve que c'est un défi qui est cool, j'aime bien. Donc rien que ça, moi, ça m'amuse de juste essayer de sortir assez de jeux, de comprendre comment les vendre, comment toucher des gens, comment faire des jeux qui intéressent les gens, comment faire parler, et que tout ça me permette de faire toujours plus de jeux et continuer à créer. Parce que moi, des jeux que j'ai envie de créer, j'en ai une liste, j'arriverai pas à tous les faire, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est ça mon moteur. Créer toujours plus de trucs qui traînent dans ma tête. Ce qui est plutôt original, mais c'est pas mal. J'ai vu des petits yeux qui brillaient quand tu as parlé du fait que tu as été testeur. Je pense qu'il y en a pas mal qui... C'est un métier
c'est un métier où c'est quelque chose qui doit potentiellement faire rêver pas mal d'ados, de se dire que on pourrait être testeur de jeux vidéo. Alors je me trompe peut-être, mais quand je regarde si je redis le mot testeur de jeux vidéo, ça parle? Ouais, t'as les yeux qui brillent, hein. Alors peut-être plus moi j'ai trouvé que c'était très bien quand tu disais que testeur de jeux vidéo, c'est pas seulement jouer, c'est aussi prendre des notes, c'est aussi noter ce qui marche pas, et possiblement peut-être apporter je vais pas dire des solutions, mais des idées Si, carrément. Mais d'ailleurs, juste pour préciser, en fait, il y a plusieurs types sous ce truc de testeur de jeux vidéo qui n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de métier de testeur de jeux vidéo. Mais moi, en fait, notamment, mon métier, c'était pas de jouer. Moi, je jouais pas. Je faisais jouer. J'amenais des gens pour les faire jouer au jeu et j'observais, j'analysais, etc. En revanche, après, si le métier passion qui donne envie, souvent, c'est journaliste jeux vidéo, où là, pour le coup, on vous envoie les jeux avant qu'ils sortent. Et vous, votre but, c'est de faire une critique du jeu, et c'est publié dans un magazine, sur un site internet, etc. Généralement, c'est plus ça qui fait rêver, je pense, comme métier. C'est un métier pas facile, parce qu'il y a des tonnes de gens qui veulent le faire aussi, bien sûr. Effectivement, les yeux ont encore plus brillé quand tu as sorti le terme de... Mais il y a des gens qui sont payés pour jouer au jeu en avance et faire des critiques de ces jeux. Mais rien ne vous empêche d'ailleurs, si c'est un truc que vous aimez, de jouer à des jeux qui viennent de sortir et d'en faire des critiques vidéo sur YouTube ou autre. Il y a des gens qui font ça aussi. Il y a aussi des gens qui vivent de vidéos sur YouTube où ils donnent leur avis sur des jeux. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres petites questions? Ah, j'en ai une, attends. Petite question sur en fait le matériel informatique que tu es amené à utiliser dans ta création de jeu. Mhm. Est-ce que Ah oui, des... tu veux juste Ouais, savoir en ce que fait, j'utilise? je pense que c'est pas forcément une liste de ce qu'il y a dans ton ordinateur où c'est plus Ouais, savoir s'il y a besoin de quelque chose de vraiment très puissant ou c'est plus ça. Ouais, ok. savoir si quelque chose si Ok, c'est ok, bah, je vois bien l'idée, je vois bien l'idée. Non, il n'y a pas besoin d'ordi puissant, honnêtement. Tous les jeux que j'ai faits, on peut les faire avec un ordi tout pourri. En fait, à moins de faire des jeux qui sont en 3D, avec des environnements 3D hyper complexes, etc. Quand on est un développeur indépendant, des petites équipes ou autres, souvent on fait des jeux qui sont pas très gourmands en ressources. Des jeux 2D, moi c'est que des jeux en 2D, et des jeux 2D c'est beaucoup plus simple déjà à faire, en tout cas ça demande beaucoup moins de ressources. J'ai pas besoin d'un PC puissant. Moi, ce dont j'ai besoin, c'est effectivement un PC. J'ai un micro, ça me permet de capter, c'est avec ça que vous m'entendez, ça me permet de capter des sons, d'enregistrer des sons, d'en faire moi-même, plein de choses comme ça, parce qu'il faut bruiter un jeu. Une bonne connexion internet aussi pour récupérer plein d'informations, d'images, de sons, tout ça. Et j'utilise aussi, hop, alors pour dessiner, faire des animations, tout ça, moi j'utilise une petite tablette graphique. Vraiment, c'est le premier prix de tablette graphique, hein. Donc elle est toute petite, vous voyez, c'est vraiment tout petit, hein. C'est pas hyper cher. Ça coûte une tablette comme ça doit coûter genre 50 euros ou 60 euros. Ce qui n'est pas très très cher. Il n'y a pas besoin de plus grand ou quoi. Moi, tous mes jeux, ils ont été faits avec ça, hein. Donc vraiment, pas besoin de matériel compliqué ou cher. Euh, voilà, c'est tout, hein, honnêtement. J'ai deux écrans, voilà, j'ai deux écrans parce que c'est plus pratique. J'ai fait tout un pas fragile sur un seul écran, donc c'est pas indispensable non plus, quoi. Ok. Bah, moi je trouve que c'est plutôt intéressant et ça enlève aussi le mythe enfin le mythe, l'image qu'on se fait souvent du gros PC, mais enfin moi Mm. j'avais déjà un petit peu la réponse. Effectivement, si tu travailles sur la 3D, il te faut quelque chose d'un peu plus puissant. À partir du moment où on est en 2D, et c'est vrai que souvent les développeurs indépendants ou les créateurs sont sur du matériel. Ils voient ça pour ils créent des jeux pour que, on va dire, tout à chacun puisse y jouer. Alors que des jeux,
les gros jeux, en général, sont relativement gourmands. Alors, quand ils sortent, quand les nouvelles cartes graphiques viennent de sortir, bon, bah, on s'aperçoit tout de suite qu'il y a une grosse différence. Mais non, il n'y a pas besoin de ça pour... Ouais. C'est vrai que ça, c'est l'avantage aussi, et moi, c'est pour ça que j'aime aussi faire des jeux 2D, hein, c'est que n'importe qui peut y jouer, quoi. Normalement, il y a peu de chances qu'un de mes jeux, il tourne pas sur un PC, sauf si c'est vraiment un très vieux PC ou un PC vraiment pas puissant, mais que ce soit Buisson ou un pas fragile ou d'autres jeux. Je veux dire, un pas fragile, il tourne sur quasiment tous les téléphones qui sont au moins un tout petit peu récents, quoi. Même des téléphones qui ont 5 6 ans, ils peuvent le faire tourner sans problème, normalement. Donc c'est ça qui est cool, c'est de faire des jeux auxquels tout le monde peut jouer s'ils en ont envie. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ou autrement? Moi, j'en ai une petite aussi, mais c'est en rapport avec justement... pas de questions? Ah, une petite question sur Twitch apparemment qui est apparue. Ah ah! Ah, Tu peux regarder si tu veux. Alors, il y a une question de Peppa Pig, en fait, c'est moi-même, qui te demande si un buisson 2 est envisageable parce que j'aime beaucoup et tu as parlé des mondes en fait différents. Et moi, ça Ouais. m'aurait plu qu'il y en ait plus, mais bon, après, j'imagine que c'est peut-être un peu limité pour toi. Enfin, tu as peut-être envie de passer à autre chose, mais voilà. Et sinon, Ouais. on a une Et sinon, question ouais, de pardon, Boomer j'y Block. répondrai, t'inquiète. Ouais, du coup, on a une question de Boomer Block qui dit: As-tu déjà pensé à travailler avec un illustrateur dont tu aimes le travail? Mais t'as partiellement répondu à la question tout à l'heure, mais voilà. Non, non, mais c'est une bonne question aussi, hein. Donc ouais, pour Buisson 2, très peu de chances que ça arrive. Je vais pas te mentir. J'avoue que j'ai des tonnes de jeux que j'ai envie de faire. J'ai d'autres jeux multijoueurs, hein, j'ai d'autres idées de jeux multi, mais pas Buisson 2. J'avais juste une carte en plus de Buisson que j'ai montré d'ailleurs dans certaines vidéos. Je voulais faire une carte Halloween, ambiance un peu spooky, avec des petites tombes, des fantômes qui passent et tout. Mais non, malheureusement, comme tu l'as dit, j'ai un peu trop envie de passer à autre chose, quoi. Et en fait, tu vois, le truc, c'est que ça fait tellement longtemps que j'ai fait Buisson maintenant, même si ça paraît pas lointain, bah, ça fait 1 an qu'il est sorti. Et je serais perdu si je retournais dans mon code du jeu. Donc non seulement faudrait que je relise tout mon code, que je recomprenne comment intégrer un monde, comment recoder des trucs et tout. Il faudrait que je retravaille l'interface pour ajouter un monde supplémentaire. Ce serait un boulot énorme pour le peu de, de Non, mais différence que il est ça déjà ferait. très chouette comme ça le jeu, t'inquiète pas. C'était C'est juste gentil, en tout cas. par Merci beaucoup. curiosité. Mais ouais, non, mais c'est juste pour te dire à quel point, tu vois, ce serait du taf, ne serait-ce que pour ajouter un peu une petite carte. Et sinon, pour la question de Bomber Block, as-tu déjà pensé à travailler avec un illustrateur dont tu aimes le travail? Euh, Bien sûr, ça m'arrive tout le temps. Et c'est le principal métier avec lequel j'aime bosser. C'est-à-dire, autant bosser avec d'autres concepteurs de jeux ou des programmeurs, ça m'intéresse pas trop parce que je fais des trucs assez simples que je peux faire moi-même généralement. Mais bosser avec des gens qui peuvent apporter une direction artistique, un univers graphique que moi j'ai pas, ça m'intéresse toujours. Ce qui est cool, c'est que moi je fais encore des game jams. Par exemple avec ma copine. Ma copine, elle est directrice artistique chez Ubisoft, donc elle dessine très bien. Et j'ai fait des jeux avec elle. Notamment, on a fait un jeu pour l'université de Bordeaux l'année dernière qui s'appelle Curious Visit et qui était basé sur un jeu qu'on avait fait tous les deux en game jam en 3 jours et qui s'appelait À la fenêtre. Donc si vous tapez à la fenêtre Doc Gero ou à la fenêtre Gero ou autre, vous aurez un petit jeu narratif entièrement avec des voix qui racontent et tout. C'est un petit jeu où on traverse des souvenirs en fait. C'est un couple qui est confiné qui raconte des souvenirs de avant qu'il soit confiné. Voilà, c'est un jeu qu'on a fait pendant le confinement. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve très joli. Et du coup, c'était ma copine qui avait fait tous les dessins. Et moi, j'adore travailler avec d'autres artistes, illustrateurs ou illustratrices. Ça, c'est un vrai plaisir. Donc, ouais, ouais, carrément. J'envisage de le faire encore une fois. C'est juste que quand je travaille avec des gens, bah, moi, j'ai envie de travailler que avec des gens si je peux les payer. S'ils peuvent être payés directement pour leur travail et qui sont sûrs d'être rémunérés à la hauteur de leur travail derrière. Donc, bah, du coup, ça demande de l'argent. Donc, quand je le fais, c'est que soit c'est pour une commande et que du coup, je sais d'avance que je peux payer la personne avec qui je vais travailler, soit parce que j'ai des sous de côté, parce que j'ai un jeu qui vient de sortir ou autre, et là, du coup, je peux me permettre de payer des gens avec qui je travaille, quoi. Voilà, voilà.
Ok, alors moi j'avais une petite question qui est apparue parmi le public. Et c'est vrai elle m'a fait sourire, mais elle est loin d'être idiote. Est-ce que c'est un métier youtubeur? Euh, ouais, c'est une bonne question. Bah ouais, carrément, hein. C'est complètement un métier. C'est complètement un métier parce que tous les gens que je connais qui vivent vraiment de ce métier-là, dont c'est l'activité principale et c'est ce qui leur rapporte des sous chaque mois pour payer leur loyer et tout, ils travaillent ça comme un métier. C'est-à-dire que ils ont des horaires de travail comme tout le monde. Souvent, c'est des gens qui au final deviennent des chefs d'entreprise, donc ils travaillent avec des monteurs, des gens qui écrivent les vidéos, des gens qui dessinent dans leurs vidéos, des gens qui vont ajouter des sons, etc. Donc ils ont ce côté chef d'entreprise aussi. Et puis surtout, ils y passent un temps fou, quoi. Genre, ils travaillent. Je pense que je connais aucun youtubeur qui travaille moins qu'une personne qui travaille dans une entreprise. Et ils travaillent tous plus, même, je dirais. Souvent, ils travaillent le week-end, souvent, ils travaillent à des heures pas possibles. Donc, ouais, les gens qui en vivent, que je connais, même quand ils vivent confortablement, ils travaillent énormément. Donc, ouais, c'est un métier, complètement. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions comme ça? Faut pas hésiter, vous me demandez. Je demande s'il y a encore d'autres petites questions comme ça. Vas-y, vas-y, t'inquiète. Je pose la question. Il y avait une petite question pour revenir sur ton passé Ubisoft. C'était, est-ce que tu as participé au développement d'Assassin's Creed Odyssey? C'était ça? Un tout petit peu, ouais. J'ai un tout petit peu travaillé sur Assassin's Creed Odyssey, donc c'était au tout début du développement. Donc Assassin's Creed Origins était pas encore sorti, mais il allait sortir dans un an et demi, je pense. Et en fait, il travaillait déjà sur Assassin's Creed Odyssey avant que Origins sorte. Et en fait, pour te dire le truc, c'est que la première scène de jeu qu'ils ont créée dans Assassin's Creed Odyssey, c'est un moment qui s'appelle, je sais pas comment il s'appelle dans le jeu final, mais en tout cas, à l'époque, moi je travaillais dessus, ça s'appelait le Symposium. Donc on est dans une espèce de soirée où il y a des gens qui boivent du vin, il y a des philosophes, ils parlent et tout. Et donc c'est un moment un peu narratif où on parle à plein de gens et on mène une espèce d'enquête en parlant à des gens qui nous disent d'aller voir un tel, machin et tout. Et ça, c'est la première chose qu'on a fait tester, parce que c'était un peu une des nouveautés du jeu, c'était ce côté très narratif, avec des dialogues à choix multiples, où on peut choisir sa réponse, et en fonction de ce qu'on répond, ça change un petit peu le reste des dialogues et le cours de l'histoire. Et voilà. Et moi, à ce moment-là, mon métier, c'était effectivement de faire sélectionner des gens pour qu'ils testent le jeu, analyser comment ils jouent, et dire aux développeurs ce qui marche ou pas et leur donner des solutions pour que ça marche quand ça marchait pas. Voilà. Parce que genre, bah, mon père en fait par exemple, bah, lui c'est un très grand fan de Assassin's Creed et tout. Du coup il en a quelques-uns. Et pour bah, le truc avec la soirée, je sais plus comment t'appelles, enfin Le symposium, là. le symposium. Bah si en fait il y est toujours et bah, pour l'instant j'ai fini Origin et Odyssey. Et bah, je trouve que c'est très bien en fait le jeu et tout. Mais comment vous avez eu l'idée en fait pour que ce soit comme ça en fait le jeu? Comment vous avez eu l'idée que le style, enfin comment ça pour le style du jeu? Hmm. Comment vous avez eu l'idée pour que ce soit comme ça ou que ça se passe comme ça en tout cas? Ouais, toutes les décisions, tout ce que tu peux faire dans le jeu, comment on a choisi ce qui se passe dans le jeu, quoi. Et l'époque où ça se passe, j'imagine, et tout. Bah alors, moi, du coup, j'étais pas forcément dans l'équipe créative qui a dit Ok, le prochain Assassin's Creed, ça va être comme ça et ça va se passer en Grèce antique et tout. Mais l'idée, c'est qu'en gros, quand ils veulent créer un nouveau Assassin's Creed, bah, ils regardent ce qui ont plu dans les anciens, ils regardent ce qui a pas plu, et ils disent, ok, maintenant, quelle époque intéresserait les gens? Donc, ils regardent un petit peu les époques, ils vont faire des sondages en ligne, ils vont demander à des gens ce qu'ils pensent du jeu, dans quelle époque ils aimeraient voir le prochain Assassin's Creed. Et en gros, voilà, ils mélangent tout ça. C'est à la fois, eux, ils se disent, ok, la Grèce antique, ça pourrait être cool de faire un jeu là-dedans.
ok, le dernier Assassin's Creed, le défaut c'est qu'il n'y avait plus assez de combats en bateau, du coup on va rajouter des combats en bateau, et l'histoire elle n'était pas assez interactive, du coup on va rajouter des choix dans les dialogues, et boum, tu vois, ça fait un nouveau Assassin's Creed, quoi. C'est un peu comme ça que ça se décide, c'est regarder ce qui a marché dans l'ancien, ce qui n'a pas marché, essayer d'améliorer, et trouver un nouveau contexte, un nouveau moment dans l'histoire qui intéresse les gens. Voilà. C'est un petit peu comme ça. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, ça répond. Il y avait d'autres petites questions ou Est-ce que toi-même tu joues beaucoup aux jeux vidéo? Ouais, je joue beaucoup. Je jouais énormément, enfin j'ai joué énormément toute ma vie, notamment quand j'étais enfant, ado et tout, et jeune adulte. J'avoue que maintenant je joue un petit peu moins. Là, je suis dans la période de ma vie où je joue le moins parce que je travaille le plus et que mon travail me plaît, donc ça me dérange pas de jouer un peu moins. Mais je joue toujours, hein, ouais. Mais ça m'arrive de. Il y a des semaines où je joue pas du tout, quoi, parce que j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie et tout. Mais ouais, c'est. Mais là, par exemple, je viens de terminer Sifu, qui vient de sortir il y a pas longtemps. Et qui est très cool d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé. Très dur, mais ça y est, j'ai réussi à battre le dernier boss. Alors là-dessus, moi je peux confirmer également, puisque alors moi je ne suis pas créateur de jeux vidéo comme toi, mais comme je travaille autour du jeu vidéo, c'est un petit peu comme toi. Il y a des périodes où je vais jouer, et puis il peut y avoir de longues périodes où effectivement on n'a pas envie, on a travaillé sur du jeu dans la journée ou autour. On rentre chez soi où on n'a pas forcément envie de rouvrir un ordinateur ou de relancer un jeu sur une console. On a envie de se poser et de penser à autre chose. Ça, c'est très très classique chez les gens qui travaillent autour du jeu vidéo. D'autres Ah, petites questions il y a des questions sur Twitch apparemment qui sont apparues aussi entre-temps. Wonder Choucroute qui ne s'arrête plus. Twitch, Twitter, YouTube, Facebook, as-tu une idée de ce qui offre le plus de visibilité à tes jeux? Un ou deux tips à partager pour les tout petits indés. Et qui te demande aussi si t'as pas un petit leak du jeu post-Larsin Laser. Ah, Voilà. qu'est-ce que je vais faire après l'Arsen Laser? Ok. Alors, Twitch, Twitter, YouTube, Facebook, as-tu une idée de ce qui offre le plus de visibilité à tes jeux? Alors, dans mon cas, c'est évidemment YouTube qui offre le plus de visibilité à mes jeux. Je pense que c'est clairement la plateforme principale sur laquelle les gens vont prendre connaissance de mes jeux, ils vont suivre l'aventure du développement, et c'est ça en fait qui leur donne aussi envie d'acheter le jeu, c'est qu'ils ont suivi, c'est une forme de soutien, je pense que c'est un plaisir d'avoir suivi aussi toutes les étapes de création, tous les problèmes que ça a soulevé et tout. Twitter, c'est pas mal, mais je pense que en fait, on est dans une espèce de bulle sur Twitter où on se parle entre développeurs et tout, et au final, c'est pas vraiment les joueurs et joueuses qui vont me découvrir via Twitter, c'est plus d'autres développeurs. En revanche, et ça c'est un truc qui est tout nouveau depuis quelques mois, TikTok, c'est un truc de malade pour les développeurs indés, donc conseil Wonder Choucroute, mets-toi à TikTok, c'est pas du tout une blague. Il y a plein de développeurs qui partent de zéro, qui ne sont absolument pas connus. Ils font quelques vidéos sur TikTok, et en plus c'est des vidéos qui sont assez rapides à produire, hein, c'est des vidéos très courtes. Et ils explosent complètement, ils gagnent des dizaines de milliers de followers en quelques jours, quelques semaines. Leur jeu, ils gagnent plein de personnes qui suivent leur jeu sur Steam et tout. Et donc vraiment, moi, si j'avais un conseil marketing, entre guillemets, pour tous les développeurs indés qui se lancent, tant que TikTok s'est approprié et donne une chance à tout le monde, c'est-à-dire que même un compte qui n'a pas d'abonnés, bah TikTok il va proposer sa vidéo à plein de gens pour voir si ça peut plaire à des gens. Et ben ça vaut le coup de tester TikTok. C'est un peu comme chaque vidéo sur TikTok, c'est un peu un ticket de loterie quoi. Potentiellement c'est une vidéo qui peut exploser et faire connaître tout son travail et tout, donc c'est hyper intéressant. Et après le petit tips aussi pour les indés, les tout petits indés, bah, c'est de mener leur projet à bout. Vaut mieux faire un tout petit projet qu'on sort et avoir un retour et un premier jeu sorti que de vouloir faire un truc trop gros qu'on sortira jamais, qui va nous décourager et pour lequel on n'aura jamais de retour de joueurs et de joueuses. C'est ça qui est dommage. Vaut mieux sortir un petit truc et voilà, et dire j'ai sorti ce truc, il y a des gens qui l'ont acheté, qui y ont joué, etc. Et est-ce qu'on n'a pas le droit à un petit leak du jeu post-Larsin Laser? Donc qu'est-ce que je vais faire après Larsin Laser? Moi je sais déjà, je pense, mais je pense que je vais faire des plus petits jeux. Et
Et je vais faire pas mal de jeux web, je pense, parce qu'il y a un truc à faire dans le jeu web. Voilà, sans entrer dans le détail. J'aime bien faire des petits jeux. Ceux qui connaissent un peu, enfin, s'il y en a qui connaissent mon travail, moi, sur Twitch, notamment, je fais des lives où je fais un jeu entièrement en live. C'est-à-dire en un live de peut-être 5 heures, je fais un jeu. Il y a rien, et puis à la fin, on a un petit jeu et tout. Et j'aimerais faire plus de choses comme ça, légèrement plus long, un peu plus travaillé, et en mettre un peu partout sur Internet gratuitement. Voilà. Ce qui est plutôt pas mal, moi je trouve. Tu vas aller sur Itch.io si je dis pas de bêtises. Itch.io, c'est sympa, mais non, moi j'ai des plans de. En fait, pour te dire, toi ça va peut-être te parler, mais il y a un espèce de petit revival en ce moment du jeu web, comme dans les années 2000, moitié 2000, voire fin, presque 2010, tu vois. Ou à l'époque où Congregate, Newgrounds, donc ça c'est des sites qui ne parlent absolument pas aux petits jeunes là, mais voilà, c'était des sites Armor Game et tout, c'était des sites où il y avait des tonnes de jeux gratuits qui cartonnaient, et les gens qui créaient des jeux pour ces plateformes-là, ils pouvaient gagner de l'argent. C'était des jeux gratuits, mais avec la pub et tout, on pouvait en vivre. Et en fait ça s'est cassé la gueule avec le temps, et ça revient. Il y a un revival là depuis quelques années, 1 ou 2 ans, du jeu web. Il y a à nouveau des sites qui cartonnent et tout, avec vraiment possibilité d'en vivre. Et donc moi j'ai envie de tester un petit peu ça après l'Ars Saint-Lazare. Ça va être mon objectif, quoi. Et plus de vidéos aussi. Et quand j'aurai terminé l'Ars Saint-Lazare, je vais faire beaucoup plus de vidéos YouTube. Ok, alors je sais pas s'il y a encore quelques questions. Je demandais l'heure, mais je crois qu'on arrive pratiquement à la fin. J'allais te Hein. Ouais. J'allais te proposer peut-être, je sais pas, tu as peut-être un petit mot de la fin avant qu'on se dise au revoir et que les personnes qui étaient présentes, je crois que tu as répondu à pas. Enfin, en tout cas, les questions qui ont été posées ont eu leur réponse. Donc, j'ai trouvé ça, moi, très intéressant. Et puis, même si ça a mis un petit peu de temps, faut pas hésiter. Là, je le dis pour nos jeunes, faut pas hésiter. Y a pas comme il l'a dit, il n'y a pas de questions idiotes et il n'y a pas de réponse débile non plus. Donc, c'est très bien que vous ayez participé. Est-ce que tu as un petit mot pour la fin? Ouais, carrément. Bah déjà, merci beaucoup pour l'invitation. C'est trop mignon d'avoir posé des questions et tout, d'avoir testé les jeux avant, c'est super cool. Voilà, moi ça me fait toujours plaisir que des gens découvrent mes jeux, donc merci à vous. Et si jamais vous êtes intéressé par la création de jeux vidéo, que vous avez envie, honnêtement, il y a une chance folle en fait. Moi, j'aimerais trop avoir votre âge maintenant parce que c'est devenu tellement facile de faire des jeux vidéo, même tout seul, même avec des amis, juste tenter de faire des choses. Les logiciels, ils sont hyper simples, il n'y a plus besoin de savoir programmer, coder ou des choses comme ça. Même sans savoir dessiner, on peut faire des trucs marrants. N'importe qui peut créer un jeu. Donc allez-y, si ça vous intéresse, essayez de faire des jeux, vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça. Et très vite, vous allez pouvoir faire des trucs, vous amuser et tout. Donc voilà, bon truc à tester entre potes, juste tester, faire des petits jeux, quoi. Et si vous le faites, faites juste des tout petits jeux, visez pas des trucs trop gros. Mais carrément, essayez. Qui sait, vous allez peut-être découvrir votre futur métier comme ça. Eh ben, écoute, moi je trouve que c'est un très très bon mot de la fin. Je vais te remercier et Armel veut peut-être aussi te remercier d'être intervenu sur ce temps. En tout cas, au plaisir de se recroiser un de ces quatre, s'il y a l'opportunité. Et puis en te souhaitant une bonne fin de un bon début de soirée, on va dire. Merci beaucoup. Ouais, merci. Moi, j'ai trouvé que franchement, alors je suis pas une grosse gameuse, enfin, je suis quasiment pas une gameuse, et encore moins une youtubeuse, mais je suis régulièrement en confrontation avec les jeunes et même les jeunes adultes et je sais pas toujours quoi répondre. Je trouve que tu as apporté beaucoup d'infos sur. Enfin, tu as l'air porté par des valeurs en tout cas, et ça a l'air assez fort ça. Donc, je trouve ça intéressant d'avoir ce discours-là de pourquoi est-ce qu'on fait les choses et que la rémunération ce soit une question certes, mais finalement, ce qui ressort de cette conversation, c'est vraiment ça, quoi. C'est la motivation, on l'a d'abord. Donc ça, je vais pouvoir y répondre à nos jeunes. C'est d'abord fait et puis on verra si ça sera votre métier et si ça sera rémunérateur. Mais si c'est votre motivation, allez-y, quoi. Donc moi, je suis très contente. En tout cas, ça répond totalement à notre objectif pour ce soir. Voilà. Et j'espère que sur Twitch, ça a suivi un petit peu, même si... Ouais, quand même. Ouais, les questions étaient super intéressantes aussi. Ouais, merci beaucoup.
Trop cool. Merci beaucoup à toi aussi. Au revoir. Et ben, au revoir tout le monde. Merci à tous pour vos questions, pour avoir testé les jeux. Bye.